Voici quel serait l'idéal. Il faudrait que les chefs comprennent quel est au juste le sort des hommes qu'ils utilisent comme main-d'œuvre. Il faudrait d'autre part que les ouvriers connaissent et comprennent les nécessités auxquelles la vie de l'usine est soumise. Bien sûr, cet idéal n'est pas réalisable. On ne comprend jamais tout à fait ceux à qui on donne des ordres. On ne comprend jamais tout à fait non plus ceux de qui on reçoit des ordres. Mais cet idéal, on peut peut-être un peu s'en approcher. Il dépend maintenant de vous d'essayer. Je répète, les gens de chez Vendeur, rentrez, reprendre votre travail tranquillement. C'est ça. Une semaine en moins. Non, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien avec semaine en moins de vacances. Ouais, tout ça que t'as mis. Il s'est engagé, il a reculé. Non. Il a reculé. Mais oui, il a reculé. Il est tellement... Il a reculé, mais ça sera à nous de rester C'est un vigilants. futé. La jeune ouvrière a pour interlocuteur deux membres du bureau local CGT de Saint-Ouen. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec... Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il attaque le patron, c'est tout ce qu'elle cherche faire, de toute façon, alors. On va pas tout résoudre aujourd'hui. On fera y arriver, l'imposer. Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec... Tu disais ça il y a 3 semaines et plus un jour. C'est une étape, c'est Ben pas... oui. C'est pas Il fini. sait bien ce qu'il a perdu. Mais il faut quand même voir, moi je regarde C'est quand une même que le victoire. patronat, il était Ils ont reculé, ils ont reculé. Le salaire, il voulait pas en entendre parler. Il l'augmente de est venu. 10%. Les paiements et récupération des jours d'arrêt de travail, le coût des vacances, qui voulait vous faire travailler votre semaine de vacances, il a fallu qu'il recule. 50% de la valeur des heures perdues. Hein, alors il y a encore des trucs à gagner. La réduction du temps de travail, il a admis. Ah, mais pourquoi, tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça, les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer, hein. Mais non, Ben oui, tiens. Pas tous les travailleurs. Ça, c'est un les recul. Oh, mais il y en a pas mal, Les hein. travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité Oui, mais et bien Ah, ça, conscients de ça, ce qu'ils ont fait. Bonjour Nadia Taïbi. Bonjour. Vous êtes agrégée et docteur en philosophie, rédactrice en chef de la revue Sans Dessous, enseignante au lycée Jean Delattre de Tassigny à La Roche-sur-Yon. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Simone Veil et le travail, dont Simone Veil et notre temps, philosopher, penser, résister aux éditions Méditer, c'est sorti en 2019. Et puis La philosophie au travail, l'expérience ouvrière de Simone Veil aux éditions L'Harmattan, c'est paru 10 ans plus tôt, en 2009. J'ai lu en entrée de cette émission un texte de Simone Veil qui est un appel aux ouvriers de Rosières, un texte de 1936. On entend bien dans ce texte qu'elle dit « On ne comprend jamais tout à fait ceux à qui on donne des ordres, on ne comprend jamais tout à fait non plus ceux de qui on reçoit des ordres ». Est-ce que la pensée du travail, la philosophie du travail de Simone Veil est en cela une philosophie du management ? Alors, oui, en effet. Alors, peut-être que le mot management est un petit peu décalé lorsqu'on parle de Simone Veil, puisque Simone Veil n'employait pas le mot management, qui est un mot supposément anglo-saxon. Cependant, effectivement, Simone Veil interroge le travail du point de vue de l'organisation du travail. C'est-à-dire que dans l'extrait que vous avez lu, ce qu'on entend bien, c'est que on ne peut pas, en fait, finalement, se mettre du point de vue de l'ouvrier ou du point de vue du chef, et vice-versa, dans la mesure où ce qui construit la relation, en fait, c'est l'ordre donné et l'ordre reçu. Donc, la grande question, c'est comment, finalement, la hiérarchie au travail peut-elle être intelligente? Peut-elle, en fait, permettre à chacun de penser de son point de vue ce qu'on a à faire? Alors il faut le rappeler, Simone Veil est donc philosophe, normalienne, agrégée, c'est une grande lectrice de Platon et de Marx. Elle est morte jeune, à l'âge de 34 ans, en 1943. Elle a très vite milité, elle s'est engagée dans le militantisme syndical et elle a travaillé en usine en 1934-35. En fait, la période de travail effectif, c'est 4 mois et 3 semaines, c'est bien ça? 8 mois quand même. 8 mois, pardon, je me suis trompée de 4 mois quand même. Donc elle a travaillé comme manœuvre sur machine à l'entreprise Alstom et chez Renault, ce qui a donné un livre qui s'appelle Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Donc il faut bien dire aujourd'hui que quand on va parler du management en partant de la pensée de Simone Veil, il faut aussi se dire qu'on se place dans les années 30, tout à fait, avec une forte influence marxiste et platonicienne, et d'autre part qu'on se place aussi dans le cadre de l'entreprise. Et ça c'est très intéressant, dans le cadre de l'usine, et ça il faut vraiment insister là-dessus. Simone Veil ne parle pas des bureaux. Hein, on n'est pas dans un management de bureau, on est vraiment dans l'organisation d'une usine. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit, donc je vais essayer de reprendre. Allez-y.
D'abord, effectivement, Simone Veil, en fait, s'engage à l'usine. On peut dire la chose comme ça, c'est-à-dire, elle entreprend de penser le travail du point de vue d'un engagement physique, on pourrait dire, c'est-à-dire que elle pense que penser, c'est se frotter à la réalité. C'est la raison pour laquelle parce qu'en fait, il n'était pas évident de rentrer à l'usine. Elle a demandé à Auguste de Teuve de la faire rentrer. Qui est Auguste de Teuve ? Auguste de Teuve, c'était le responsable d'Alstom, en fait. Donc à l'époque, il y avait une espèce de petit carnet ouvrier, un passeport en fait qu'on distribuait aux ouvriers. Et Simone Veil, étant bourgeoise, agrégée de philosophie, etc., n'aurait pas dû avoir accès à l'usine. Et en fait, ce qu'elle voulait à l'usine, c'était penser le travail de l'intérieur. Alors ça a un rapport avec la question que vous avez posée, ne vous inquiétez pas, dans la mesure où effectivement, à la fois, on est dans une usine, on est en 1934, donc c'est extrêmement précis du point de vue historique. Mais ce que ça fait apparaître, c'est que organiser le travail sans imaginer ce que ça fait aux individus de l'intérieur, c'est passer à côté de la question. Et cette question, elle se pose aussi au bureau. Elle se pose partout, finalement. On l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait qu'on a diffusé au tout début, juste après le texte que j'ai lu. C'est un extrait du documentaire de Jacques Villemont de 1968, la reprise du travail aux usines Wonder. On entend bien effectivement que l'ouvrière extrêmement remontée, en fait après après une grève, fait bien la distinction entre ceux qui travaillent en bureau et ceux qui sont sur le site de production. Et effectivement, il va falloir bien distinguer peut-être ces deux types d'organisation. Tout à fait. Alors en fait, et ça Simone Veil en parle aussi d'ailleurs, c'est-à-dire il y a ceux qui penseraient le travail, qui seraient les concepteurs, et puis il y a les manœuvres qui seraient donc dans l'usine, et que ce qui ont un sort que déplore l'ouvrière dont vous avez parlé, dont vous avez passé l'extrait. En effet, cependant, Simone Veil va plus loin. Alors, il y a cette aliénation, c'est-à-dire il y a cette division du travail entre les producteurs et les concepteurs, mais finalement, la personne au bureau est elle-même aliénée dans la mesure où elle ne sait pas ce qui se fait à partir de ce qu'elle pense. C'est-à-dire que, en fait, l'idéal de Simone Veil, ce serait de réunir les deux. C'est finalement que main et tête soient unis. Et que celui qui pense sache ce que ça fait, et celui qui fait sache ce qu'il fait. Alors on va écouter tout de suite un texte de Simone Veil et juste avant une archive d'Albertine, l'amie à laquelle va s'adresser Simone Veil dans le texte qu'on entendra juste après. Et on va entendre donc Albertine donner son point de vue sur cet engagement dans l'usine de Simone Veil. Eh bien, nous, on en avait discuté avant qu'elle s'en aille, et moi j'étais pas du tout d'accord parce que même encore maintenant, je pense pas que quelqu'un qui est agrégé de philosophie puisse avoir des réactions élémentaires d'une ouvrière. Une ouvrière va à l'usine d'abord par nécessité, et puis ensuite elle a d'autres sujets de pensée que Platon ou Karl Marx. Il faut qu'elle sache faire bouillir sa marmite, qu'elle fasse sa lessive, qu'elle pense peut-être où elle ira au bout du week-end. Je pense que le fait d'être prolétaire, c'est une situation de fait. C'est pas une situation de choix. Mais elle pensait qu'elle avait quelque chose à apprendre. Et elle est allée quand même, quoi. Chère Albertine, je profite des loisirs forcés que m'impose une légère maladie pour causer un peu avec toi. Sans ça, les semaines de travail, chaque effort en plus de ceux qui me sont imposés me coûte. Mais ce n'est pas seulement ça qui me retient, c'est la multitude de choses à dire et l'impossibilité d'exprimer l'essentiel. Peut-être plus tard les mots justes me viendront-ils. Maintenant, il me semble qu'il me faudrait pour traduire ce qui importe un autre langage. En ce qui concerne les choses exprimables, j'ai pas mal appris sur l'organisation d'une entreprise. C'est inhumain. Travail parcellaire, à la tâche, organisation purement bureaucratique des rapports entre les divers éléments de l'entreprise, les différentes opérations du travail. L'attention, privée d'objets dignes d'elle, est par contre contrainte à se concentrer seconde par seconde sur un problème mesquin, toujours le même, avec des variantes. Faire 50 pièces en 5 minutes au lieu de 6, ou quoi que ce soit de cet ordre. Quand je pense que les grands chefs bolcheviques prétendaient créer une classe ouvrière libre, et qu'aucun d'eux n'avait sans doute mis le pied dans une usine, et par suite n'avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté pour les ouvriers, la politique m'apparaît comme une sinistre rigolade. Pour moi, cette vie est assez dure, à parler franchement. C'est seulement le samedi après-midi et le dimanche que je respire, me retrouve moi-même, réacquiert la faculté de rouler dans mon esprit des morceaux d'idées.
D'une manière générale, la tentation la plus difficile à repousser dans une pareille vie, c'est celle de renoncer tout à fait à penser. On sent si bien que c'est l'unique moyen de ne plus souffrir. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Alors, on vient d'entendre, interprété par Bernard Gabé, une lettre à Albertine Thévenon de février 1935, une lettre donc de Simone Veil. On va revenir sur les différentes dimensions de cette lettre, mais quand même un mot sur cette archive d'Albertine Thévenon qui apparaît dans le documentaire Le Parcours de Simone Veil, diffusé sur l'ORTF en 1968. Vous étiez assez stupéfaite d'entendre sa voix. Absolument, oui, j'étais assez émue parce que précisément, je n'avais jamais entendu la voix d'Albertine Thévenon. Et qui était Albertine Thévenon pour Simone Veil? Alors, Albertine Thévenon, en fait, c'est une amie, mais c'est une personne qu'elle a rencontrée en 1931 avec son mari Urbain. Ils étaient tous deux syndicalistes. Et en fait, Simone Veil venait d'être mutée au Puy pour devenir prof. Et elle cherchait à rencontrer des gens dans le monde syndical. Et en fait, elle les a rencontrés. Au départ, ils étaient assez, comme elle le dit très bien, comme Albertine le dit très bien, assez réservés, la trouvant à la fois touchante dans son désir de comprendre le monde ouvrier, et en même temps, en 1931, une professeure de philosophie agrégée, c'était quand même un statut social bien supérieur, et on se demandait bien finalement ce qu'elle voulait, cette Simone. Et puis il y a aussi quand même ce que dit Albertine Thévenon, à savoir, elle voulait vivre la vie d'ouvrière, mais on n'est pas ouvrière par choix, en fait. C'est ce que dit Albertine Thévenon. Là, on est ouvrière de situation, de fait. Le choix nous est pas donné. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut à la fois saluer chez Simone Veil, mais aussi reprocher. C'est-à-dire se mettre dans la peau, en fait, de quelqu'un qui subit l'oppression, et aussi une forme de posture de laquelle elle va pouvoir s'émanciper. Donc, c'est assez facile de critiquer l'organisation du travail, le management, quand finalement, on a les moyens de s'en libérer, les mécanismes de pensée, la culture, l'éducation pour le faire. Absolument. Alors, c'est une critique qu'on peut tout à fait entendre, mais si je puis me permettre, elle est assez superficielle, pas dans la mesure où, en fait, cela signifierait que Simone Veil est partie en vadrouille. Alors là, cette expression d'ailleurs, Simone Veil, je ne suis pas une professeure agrégée en vadrouille à l'usine. Et que, en fait, rentrant à l'usine, elle serait sortie de la même façon qu'elle y serait rentrée. Ou alors qu'elle aurait fait une sorte de reportage ou de documentaire, d'immersion, comme on dirait aujourd'hui, et puis c'est tout. Non. En fait, ce que Simone Veil fait à l'usine, c'est de la philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'il faut penser. C'est-à-dire que elle est philosophe. Elle n'est pas sociologue, elle n'est pas journaliste, elle n'est pas elle n'est pas en manque de sensations fortes, et elle pense en tant que philosophe que les catégories ouvriers, bourgeois, prolétaires sont des catégories dont il faut se défaire. C'est-à-dire, à la différence d'Albertine Thévenon, mais Albertine Thévenon d'ailleurs va revenir sur cette position, elle pense que non, on est effectivement de fait prolétaire, on est de fait bourgeois, mais cela signifie finalement pas grand-chose du point de vue de l'humanité, du point de vue de qui on est en fait. Et que reste-t-il de l'humanité à l'usine ? C'est ce qu'elle cherche à voir. Enfin, je ne sais pas si je suis assez précise. Vous êtes très claire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend aussi dans le texte, puisqu'elle dit, en témoignant de l'organisation de l'entreprise, c'est inhumain. Et ça, c'est très intéressant, oui. Parce qu'en fait, elle n'a pas qu'une approche marxiste, on va dire, de conditions de production, de pénibilité du travail de l'usine. Elle a vraiment une approche managériale, de critique des méthodes managériales de l'entreprise, puisqu'elle parle d'organisation de l'entreprise. En cause le travail parcellaire, en cause aussi l'attention, qui est une attention paradoxale, puisque l'attention ne porte sur aucun objet qui permet de penser, donc plutôt une concentration qu'une attention, et puis enfin, celle de renoncer tout à fait à penser. Elle parle vraiment de cette tentation quand on est pris dans des tâches à un rythme très cadencé, car c'est une autre dimension, le problème de la vitesse. On peut distinguer effectivement ces 4 éléments dans sa critique du management. Tout à fait. Alors ça, c'est tout à fait pertinent. C'est tout à fait ça, en fait. Donc, il s'agit d'abord de penser en d'autres termes que le marxisme. C'est-à-dire, non pas en termes d'exploitation, bien qu'elle existe, l'exploitation économique existe, bien sûr, mais en termes d'oppression ou d'humiliation. Et ça, effectivement, on peut le rattacher au management, comme vous disiez. Et comment se vit cette oppression ou cette humiliation de la pensée? Eh bien, par ce défaut d'attention. C'est-à-dire que
il y a l'attention, c'est ce qui nous dispose à voir les choses, ce qui nous dispose à les penser. C'est tout le contraire d'une concentration ou de ce qu'on pourrait appeler une vigilance. Or, l'ouvrier à l'usine, on lui demande d'être vigilant. Il faut qu'il calcule, il faut qu'il compte, il faut que ça aille vite, etc. Donc du coup, il n'est plus disponible. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il est à sa tâche. Donc ça, c'était la première chose. Donc effectivement, ça revient à la distinction entre rythme et cadence. Autant quand je travaille en rythme, je peux aller très très vite, mais je sais ce que je fais, je m'organise. Donc effectivement, on peut imaginer un système de management où les personnes ont des tâches, mais savent, dans un cadre donné, ce qu'elles vont faire. Et c'est le contraire de la cadence, où là, en fait, tout est fixé à l'extérieur de soi. Et on fait, enfin, c'est un peu, pour donner une image que tout le monde connaît, c'est Charlie Chaplin, quoi. C'est le gars qui court après avec son petit. Mais ça, c'est intéressant parce que Simone Veil opère vraiment une distinction entre le rythme et la cadence. Absolument. Et ça, c'est en termes de pensée de vitesse, c'est-à-dire d'accomplissement des tâches, c'est extrêmement pertinent pour essayer de penser ce qui relève d'un rythme qu'on se donne par soi-même et d'une cadence qui est imposée. Tout à fait. Et alors ça, par contre, pour le coup, puisque vous parliez du fait, et vous avez bien raison de le souligner, que son expérience est circonscrite dans le temps, en 1934, et dans un lieu, l'usine, eh bien, cela nous permet cette distinction de penser ce qui se passe aussi, par exemple, aujourd'hui, dans des grandes administrations ou à l'hôpital, où les gens souvent se plaignent d'un management qui leur impose des gestes, leur impose en fait une vitesse dans laquelle ils vont pas se retrouver. Vous savez, par exemple, on a beaucoup entendu les infirmières dire je ne soigne plus. Je ne soigne plus finalement parce que j'ai pas le temps de soigner, parce qu'il faut que je fasse faut que je remplisse assez vite des fiches, etc. Donc il y a la cadence en fait, elle est systématiquement imposée de l'extérieur et on s'y colle. Mardi, vous aviez diffusé un extrait, un très très bel extrait du livre de Joseph Pontus. Oui. Et où il revenait justement sur cette cadence infernale. Alors lui, il s'agissait en plus dans un abattoir, et où en fait on est complètement perdu et absorbé dans cette cadence, sans pouvoir jamais en ressortir en fait. Alors que le rythme, on peut être tout à fait efficace, on peut être très 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 rapide à son rythme. Parce que le rythme implique la pensée. Et est-ce qu'on trouve chez Simone Veil une explication en fait à ce paradoxe, c'est-à-dire que le management tel qu'il était à l'époque, donc c'est vraiment le management à la Taylor, Ouais. On est vraiment dans cette époque-là. Est-ce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que Simone Veil répond à cette question? Pourquoi, en fait, on n'a pas pensé à un autre management et quel pourrait être ce management? C'est-à-dire que, pourquoi si le rythme est tout autant efficace que la cadence, finalement, pourquoi c'est pas ça qu'on a mis en place? Et est-ce que les ouvriers pouvaient peut-être essayer de le mettre en place? Parce que la question, c'est un rapport de pouvoir et de domination, justement. Puisque, en fait, à partir du moment où d'abord, alors, la réponse de Simone Veil, elle est assez radicale. Elle dit, je pense, ce serait de dire qu'à l'usine, il ne s'agit pas de travail, en fait. Il ne s'agit pas de penser. Il s'agit elle distingue dans un autre texte, produit du travail et travail. Le travail, c'est l'effort de la pensée qui met en œuvre la matière. Le produit du travail, c'est le résultat. Or, pourquoi est-ce qu'on privilégie la taylorisation? Parce que la taylorisation, ça donne de meilleurs résultats. On est plus efficace, plus rentable. Voilà. Alors, il faudrait encore distinguer la rentabilité et l'efficacité en termes de connaissances et d'accomplissement de soi. Il s'agit pas de ça, en fait. C'est pas la préoccupation, finalement. La préoccupation, c'est la rentabilité. C'est faire un maximum de voitures chez Ford, un maximum de bombes, un maximum de poulets, que sais-je encore. Mais vu l'expérience qu'elle en donne, on voit bien que ça n'est pas vivable au long terme. Non, ça n'est pas vivable au long terme, et j'ai envie de vous dire, cela indiffère. On est dans un monde totalement absurde. Totalement absurde, en effet. Ça n'est pas, elle parle d'un inversement des valeurs, c'est-à-dire les fins et les moyens sont inversés. On va utiliser des hommes et des énergies et de l'intelligence pour produire. Ce qui est aussi intéressant, c'est ce paradoxe du management, et ça, il faut vraiment revenir là-dessus, sur le fait de cette tentation de renoncer tout à fait à penser. Alors ça recoupe la distinction entre le travail et le fait juste de produire en fait des objets. Quand on travaille, on pense, on travaille la matière, il y a la beauté du geste, l'attention, un rapport authentique au monde, alors que quand on produit un objet, on ne pense plus, et effectivement, c'est peut-être ça qu'elle redoute le plus, Simone Veil, c'est cette absence de pensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette tentation de ne plus penser en fait? On pense tout le temps finalement. Qu'est-ce qu'elle entend par penser? Eh ben, elle entend par penser cette attention justement au réel, cette disposition de l'intelligence, cette capacité du coup à organiser par soi-même notre environnement.
Et alors, comme on est constamment sous le joug d'un chef, d'un chronomètre, etc., la tentation, c'est de se laisser complètement dominer par cette autorité extérieure à soi, parce que ça demande beaucoup d'efforts de résister, en fait. Mais c'est terrible parce que ce glissement, on le voit en dehors de l'usine, on le voit bien. Parce que Simone Veil écrit en 1934, on est quand même dans une période terrible au niveau historique et politique, et on voit bien ce que ça implique le renoncement à la pensée. Ça implique aussi le renoncement à la responsabilité, ça implique le renoncement à soi. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de sortir. Il y a le livre de Chapoutot qui traite de ça. Yann Chapoutot, oui. Voilà sur le rapport entre le totalitarisme et puis le management, qui est quand même très fort là-dessus aussi. Henri, tu nous mets 2 demi, s'il te plaît? Tu sais, ton père, je l'aime bien, quoi. Ça fait 4 ans que je travaille à l'usine et que je travaille sur la même machine que lui. Et pourtant, on se parle pas tant que ça, mais je l'aime bien. C'est con à dire, mais l'usine, t'y rêves pas d'y bosser. Tu te dis pas, putain, je vais me retrouver dans ma machine à faire des trous dans une plaque, superbe, ça va être la fête, quoi. Personne te dit ça, personne ne rêve de ça. Mais bon, c'est comme ça. Le premier jour, je suis arrivé à l'atelier, quand j'ai eu tous ces gars en bleu de travail, plein de cambouis, le dos tourné devant leur machine, et puis le boucan de la presse. Je me suis dit, putain, mais c'est l'enfer, quoi. J'avais qu'une envie, c'était de me casser, quoi. Puis le chef d'atelier, il est venu, m'a mis sur une machine, il m'a demandé de travailler, quoi. Et puis, je sais pas, d'autre côté, il y avait ton père. Il me voyait faire, il voyait que je m'en sortais pas trop. Il est venu m'aider, quoi. De temps en temps, sans faire exprès, ça m'arrive encore de le regarder. Bien sûr, pas pour les mêmes raisons, parce que bon, le taf, maintenant, je le fais les yeux fermés. Mais plutôt de voir qu'il y trouve son compte. Et de tenir comme il tient, moi, ça m'aide à tenir. C'est parfait, donc toi, tu tiens grâce à lui tient grâce à un autre, etc. Il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, merci patron. Écoute, je dis merci à personne. Tout ce que je viens de te raconter, c'est la vie de plein de gens. Maintenant, toi, si tu sais l'améliorer, tant mieux. Et pendant ce temps-là, ces gens-là, il faut qu'ils tiennent. Presque tout aussi bien les chefs que les camarades chargés d'autres opérations sur les mêmes pièces se préoccupent exclusivement des pièces et non des difficultés vaincues. Cette indifférence prive de la chaleur humaine dont on a toujours un peu besoin. Même l'homme le moins désireux des satisfactions d'amour-propre se sent trop seul dans un endroit où il est entendu qu'on s'intéresse exclusivement à ce qu'il a fait, jamais à la manière dont il s'y est pris pour le faire. Par là, les joies du travail se trouvent reléguées au rang des impressions informulées, fugitives, disparues aussitôt que nées. La camaraderie des travailleurs, ne parvenant pas à se nouer, reste une velléité informe. Et les chefs ne sont pas des hommes qui guident et surveillent d'autres hommes, mais les organes d'une subordination impersonnelle, brutale et froide comme le fer. Il est vrai, dans ce rapport de subordination, la personne du chef intervient, mais c'est par le caprice. La brutalité impersonnelle et le caprice, loin de se tempérer, s'aggravent réciproquement, comme la monotonie et le hasard. De nos jours, ce n'est pas seulement dans les magasins, les marchés, les échanges que les produits du travail entrent seuls en ligne de compte, et non les travaux qui les ont suscités. Dans les usines modernes, il en est de même, du moins au niveau de l'ouvrier. La coopération, la compréhension, l'appréciation mutuelle dans le travail y sont le monopole des sphères supérieures. Au niveau de l'ouvrier, les rapports établis entre les différents postes, les différentes fonctions, sont des rapports entre les choses et non entre les hommes. Les choses jouent le rôle des hommes, les hommes jouent le rôle des choses. C'est la racine du mal. On vient d'entendre, interprété par Bernard Gabet, un extrait de l'expérience de la vie d'usine, Lettre ouverte à Jules Romens. Donc ça date de 1941, c'est dans ses œuvres. Alors on entend bien dans ce texte le fait que ce rapport, ce qu'elle dit là sur la coopération. L'autre critique qu'elle adresse au management, c'est vraiment sur la coopération, la compréhension, l'appréciation mutuelle dans le travail, qui sont le monopole des sphères supérieures. Ça c'est une autre critique. Dès lors qu'on perd le rapport aux choses travaillées, on
perd le rapport aux hommes. Plutôt, en fait, on perd la relation aux hommes et ces relations se transforment en rapport, Nadia Taïbi. Alors oui, ces relations se transforment en rapport, c'est-à-dire que en fait, il n'y a plus. Alors, si on se place du point de vue de l'ouvrier, il n'y a plus en fait de relation entre les ouvriers puisque ce sont les pièces qui circulent et les ouvriers qui sont attachés à une tâche. Et donc finalement, d'ailleurs, dans beaucoup d'usines, on ne parlait pas, on ne pouvait pas parler d'ailleurs. Et alors, ce qu'elle dit et qui est absolument radical à la fin du texte, les choses jouent le rôle des hommes, les hommes jouent le rôle des choses, c'est la racine du mal. C'est-à-dire qu'il y a une inversion, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les choses et les hommes. Il y a une sorte de chute en fait. Et les hommes, ailleurs, elle le dit, sont devenus une sorte de matière vivante en fait. Et le meilleur ouvrier, c'est celui qui va se confondre le plus possible avec la pièce qu'il travaille. C'est-à-dire que du coup, il n'est plus question, effectivement, comme elle le dit plus haut, de la manière de faire, mais de ce qu'on a fait. Et on compte. Donc la quantité dépasse la qualité. Et puis on s'en fiche de savoir qui vous êtes, quelle est votre personnalité, si vous avez une manière de faire, si vous avez trouvé un petit truc pour soulager votre faiblesse, etc. Mais la critique qu'on peut poser quand même à Simone Veil, c'est est-ce que de fait, c'est pas le cas dans tout type de travail? En fait, est-ce que c'est pas est-ce que c'est vraiment le problème de l'organisation du travail telle qu'elle est proposée par le management? Est-ce que c'est pas le problème du travail en général qui est qu'il s'est transformé d'une certaine manière en de toute façon votre personnalité ne nous intéresse pas, ou alors une forme de personnalité comme on en a parlé hier, un petit peu artificielle et produite par le milieu du travail. Vous voyez, est-ce que c'est pas utopique d'attendre de se réaliser soi personnellement dans le travail et grâce au management? Alors, peut-être qu'il c'est utopique, en effet, j'entends ce que vous dites, de se réaliser soi. Peut-être que la réalisation de soi ne passe pas entièrement par le travail comme l'emploi, j'entends. Cependant, ce qui est impossible à imaginer, inversement, c'est, comme elle le dit par ailleurs, c'est que vous rentriez dans votre lieu de travail et vous posez votre âme, c'est comme ça qu'elle dit, on pose son âme au vestiaire et puis alors on la récupérerait ensuite. Non, c'est-à-dire on peut pas non plus envisager de ne pas du tout être considéré au travail et par ailleurs être un homme ou une femme épanoui, etc. Donc il faut trouver effectivement, il y a de la, si c'est ce que vous voulez en dire par là, c'est qu'il y a de la contrainte au travail, oui. S'il y a une uniformisation nécessaire. Mais ça, c'est pas grave, la contrainte, parce qu'à la limite, la contrainte, il y en a partout. C'est le principe d'ailleurs même de l'autonomie et de la liberté qui est de se fixer ses propres règles, à partir desquelles on va pouvoir justement se définir et accomplir une forme de liberté. L'idée, c'est plutôt, est-ce que c'est pas utopique de s'attaquer, d'attendre du travail et de l'organisation, d'une certaine organisation au travail, du management, qu'il nous permette de nous accomplir nous-mêmes? Est-ce que ce travail dont parle Simone Veil n'est pas en fait finalement où il y a une part de contemplation, de travail de la matière, est incompatible avec les conditions historiques de production? C'est bien quand même quelque chose sur lequel elle bute. Oui. Alors oui et non. C'est-à-dire si on entend par conditions historiques de production la taylorisation, oui. Cependant, il y a des modes de coopération qui peuvent être tout à fait différents. On peut imaginer des situations où en fait on va penser une tâche à accomplir ensemble, mais chacun de son point de vue et chacun avec ses compétences. Et que finalement, c'est un modèle qui peut exister aussi. C'est-à-dire, on a vu ça chez les LIP, par exemple, où les ouvriers ont récupéré leur entreprise et ont su s'organiser. Ce qui peut impliquer aussi la répétition de tâches, ce qui peut impliquer un côté parfois ennuyeux au travail. Mais ce qui compte, c'est qu'on sache ce qu'on fait. C'est ça en fait, c'est le minimum, c'est qu'on sache ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Et à l'usine en l'occurrence, il n'y a aucune réponse à ça. Et dans d'autres lieux aujourd'hui encore, dans d'autres sphères de la production, on ne sait pas ce qu'on fait précisément. On gagne des sous. Pour concilier les exigences de la fabrication et les aspirations des hommes qui fabriquent,
La solution idéale serait une organisation du travail telle qu'il sorte chaque soir des usines à la fois le plus grand nombre possible de produits bien faits et des travailleurs heureux. Si par un hasard providentiel on pouvait trouver une telle méthode de travail, assez parfaite pour rendre le travail joyeux, la question ne se poserait plus. Mais cette méthode n'existe pas. Et c'est même tout le contraire qui se passe. Et si une telle solution n'est pas pratiquement réalisable, c'est justement parce que les besoins de la production et les besoins des producteurs ne coïncident pas forcément. Ce serait trop beau si les procédés de travail les plus productifs étaient en même temps les plus agréables. Mais on peut tout au moins s'approcher d'une telle solution en cherchant des méthodes qui concilient le plus possible les intérêts de l'entreprise et les droits des travailleurs. Et c'est là le véritable problème. Le problème le plus grave qui se pose à la classe ouvrière. Trouver une méthode d'organisation du travail qui soit acceptable à la fois pour la production, pour le travail et pour la consommation. Je viens de lire un extrait de La rationalisation, un texte de Simone Veil qui date de 1937. Alors ce qui est frappant dans ce texte, Nadia Taïbi, c'est que Simone Veil, on s'aperçoit, ne s'en tient pas à une critique de l'organisation du travail. Elle ne veut pas renoncer à organiser le travail, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas se passer du travail. Elle n'est pas non plus complètement naïve sur les conditions de travail, c'est ce dont on vient de discuter, Nadia Taïbi, mais elle veut véritablement trouver une méthode d'organisation du travail. Ce qui fait que d'une certaine manière, Simone Veil est en train de nous dire, de se poser la question sous nos yeux de qu'est-ce que ce serait qu'un bon management. D'un côté, et c'est là où c'est très problématique, c'est que d'un côté, elle nous dit cette méthode, on ne peut pas la trouver. On ne pourra jamais concilier conditions, nécessité de production avec bonheur des ouvriers, mais d'un autre côté, on doit quand même le faire. Alors comment se situe Simone Veil dans ce dilemme ? Nadia Taïbi. Ouh là 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 là, quelle question. Alors déjà, donc si on reprend le texte que vous avez lu, donc s'il s'agit d'une conférence sur la rationalisation où Simone Veil reprend la gloire de Taylor finalement et elle explique les travers de cette organisation du travail. Donc déjà, je pense que une première réponse à minima, ce serait de se passer de la rationalisation. C'est-à-dire, et en même temps, c'est extrêmement compliqué parce que comme elle le dit de manière un peu expiègle, c'est que finalement la rationalisation, le problème c'est que c'est très 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 efficace. C'est une méthode extrêmement efficace qui produit des résultats, mais dans toutes les sphères de la société. En fait, on peut rationaliser effectivement des choses, de la matière, mais on peut aussi rationaliser de la pensée. Donc c'est très efficace. C'est-à-dire qu'on réduit le qualitatif au quantitatif. Alors, que peut-on faire ? Alors Simone Veil, effectivement, nous invite à réfléchir aussi à la question de la consommation, en effet. C'est-à-dire que plus on va produire de choses, et moins elles seront chères. Enfin, voilà, c'est vraiment la logique même du capitalisme basique, en fait. Alors, ce qu'on peut faire du point de vue de Simone Veil, et ce qu'il faut faire, c'est former les ouvriers. C'est qu'ils aillent à l'école. C'est qu'il y ait... alors, d'ailleurs, elle le fait. Elle donne des leçons dans les bourses du travail, etc. C'est faire en sorte pour le moins, ils sachent où ils se situent dans l'histoire et ce qu'ils font, un minimum. Et que peut-être ils construisent par eux-mêmes des moyens qui puissent les libérer. Oui, mais ces solutions-là, ce ne sont pas les bonnes, puisque Simone Veil, elle-même faisant l'expérience en usine, en vient à écrire à Albertine, on l'a entendu tout à l'heure, qu'il y avait cette tentation de ne plus penser. Et c'est là où, en fait, on arrive souvent, la solution pour des philosophes politiques, c'est souvent l'éducation. Et ça l'est. Sauf que, à quoi ça sert d'avoir une éducation si, de toute façon, l'organisation du travail continue à être aliénante? Tout à fait. Alors effectivement, il faudrait que, dans l'absolu, qu'il y ait plus de petits chefs. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un petit chef ? On a besoin d'un petit chef parce qu'on sait pas. Le petit chef, vous distinguez le petit chef du chef ou pas ? Alors moi, je sais pas pourquoi j'appelle le petit chef parce que je le trouve un peu médiocre. Oui, le gros chef, non, je sais pas. Alors oui, alors moi dans mon esprit, dans celui de Simone Veil, sans doute, le petit chef, c'est celui, vous savez, qui est derrière la ligne et qui redit la cadence en fait, et qui en fait est celui qui directement opprime. Alors, en sachant que le chef au-dessus, lui, l'ouvrier n'a pas affaire à lui, en fait, finalement. Mais, alors, ce que je veux dire par là, c'est que dans le journal d'usine que Simone Veil écrit, elle fait référence, par exemple, à des machines qui cassent.
Et il y a un de ses camarades qui s'appelle Jaco, qui est très sympathique au demeurant, et qui, lui, trouve toujours des trucs pour essayer de réparer sa machine. Alors parfois, il a l'impression que c'est un être magique, sa machine. Il la supplie de revenir à elle-même, et elle revient à elle-même. Enfin, et Simone Veil regarde ça en se disant, si jamais Jaco savait réparer sa machine, s'il était technicien, donc quand je parle de savoir, c'est la savoir technique en fait. S'il savait de lui-même comment cela fonctionne, il serait déjà beaucoup moins aliéné. Et ça, on peut le faire. On peut faire en sorte que les gens aient un bagage suffisant dans les usines pour se défaire pour pouvoir dire à son petit chef, mais non, là tu dis n'importe quoi en fait, parce que toi tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Oui, et de la même manière, avoir aussi une visibilité sur ce qui est produit. Absolument. Ou, comme elle le dit dans le texte qu'on a entendu auparavant, le fait de pouvoir rendre compte à quelqu'un de comment il s'y est pris, de sa propre méthode finalement. Absolument. Et là, on travaillerait à l'usine. Parce que le travail, c'est la mise en forme de la matière. Donc là, on pourrait expliquer, comme vous venez de le dire, ce qu'on a fait. Alors que là, l'ouvrier, caricature de l'ouvrier qui sortirait de l'usine, là, dirait, voilà, j'ai fait tant de sous, ou j'ai fait tant de pièces. Alors elle dit aussi dans ce même texte, les contremaîtres égyptiens avaient des fouets pour pousser les ouvriers à produire. Taylor a remplacé le fouet par les bureaux et les laboratoires sous couvert de la science. Alors on retrouve là effectivement sa critique de la rationalisation. Tout le problème, on retombe dessus, est de se situer entre méthode, conciliation impossible entre ouvriers et patrons. Et là, ici de ce côté-là, rationalisation, mais en même temps, on est quand même recherche d'une méthode. Et finalement, en fait, c'est toujours il y a cette idée quand même de juste milieu à trouver, et Simone Veil ne cesse en fait de nous mettre face à ces dilemmes à travers lesquels elle tente de tracer une voie. Tout à fait. Alors, elle tente de tracer une voie parce que elle veut penser le problème du travail en termes d'organisation. C'est pour ça que c'est tout à fait pertinent de parler de Simone Veil et du management. C'est-à-dire que pour Simone Veil, le problème du travail, c'est d'abord un problème de méthode. C'est-à-dire un problème de pensée, finalement, fondamentalement. Et alors, puisqu'on évoque la rationalisation, Simone Veil dit très clairement que le problème de la rationalisation, c'est que c'est pas rationnel. C'est que c'est un abaissement de la raison. C'est-à-dire que, en fait, la rationalisation, c'est le contraire de la raison. C'est le contraire de la pensée, c'est le contraire de la méthode. C'est, en ce sens-là, déshumanisant au possible. Et donc, du coup, quel gâchis, en fait, quel gâchis d'humanité, quel gâchis de pensée, quel gâchis de créativité. Alors, effectivement, il ne s'agit pas d'arriver à un monde parfait, etc. Mais, heureusement, il existe des organisations du travail où, en fait, il est possible quand même de penser. Et on va écouter tout de suite un texte de Simone Veil où elle ébauche différentes organisations du travail, où on voit effectivement que c'est possible de dépasser une forme de hiérarchie. Je distingue 3 stades dans la coordination des actions humaines. Le premier peut être représenté par une équipe de déménageurs qui transportent un meuble lourd et fragile dans un escalier tournant. La coordination des mouvements est conçue simultanément, à chaque instant, par l'esprit de chacun d'eux. Même s'il y a des ordres donnés et reçus, ils sont libres et égaux. Un orchestre fournit, je crois, un exemple analogue. Une coordination de cette espèce rend seule possible une volonté générale, notion géniale de Rousseau. Le deuxième stade peut être représenté par un bateau à voile à l'ancienne mode. La coordination n'existe plus que dans un seul esprit, celui du chef. Dès lors, la subordination devient quelque chose d'humiliant. Néanmoins, un chef humain peut encore beaucoup, je crois, à ce stade pour l'alléger. Dans une grande usine, c'est là le 3e stade, les choses deviennent si compliquées qu'aucun esprit ne peut tout mettre en rapport. La coordination est alors confiée pour une large part à des signes et à des choses matérielles. Quand les diverses activités humaines sont, par la spécialisation, impénétrables les unes aux autres, et d'autre part, enchevêtrées d'une manière si compliquée que ce genre de coordination est seul possible, toute coordination constitue une oppression intolérable. À ce moment, plus il y a d'unité, plus l'esclavage est pesant. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie.
C'était une lettre de Simone Veil à Robert Guinéeuf de 1935 dans lequel Simone Veil décline 3 stades dans la coordination des actions humaines. Ce qui est intéressant dans ce texte, Nadia Taïbi, c'est que on voit bien que finalement le 3e stade, celui de l'usine, celui peut-être du management à la Taylor, n'est pas le seul moyen de coordonner les actions humaines. Il y a aussi, par exemple, elle fonctionne par image, donc cette image du déménagement, cette image aussi du chef d'orchestre, et puis aussi cette image du navigateur, finalement, du capitaine à bord d'un bateau. Et elle reprend cette idée de Rousseau. Elle dit la volonté générale, notion géniale de Rousseau. Effectivement, on voit bien qu'on pourrait peut-être penser le fonctionnement d'une entreprise comme un corps politique. Oui, absolument. Comme un corps politique, c'est-à-dire comme une organisation qui, en fait, permet à chacun de se situer dans un ordre. Alors, la question, c'est vraiment la distinction entre l'ordre et le commandement, c'est-à-dire on peut reprendre une distinction très simple, enfin très classique, domination et puis le dominus en latin, celui qui avait son fouet, le maître de la maison, et puis par opposition le magister, le maître qui impose des choses parce qu'il en a la compétence et donc il les impose pas, on y consent librement. Alors effectivement dans le premier stade, alors celui qu'elle trouve le plus intéressant, celui qu'on pourrait dire idéal, c'est un stade de coordination, c'est une organisation en fait, qu'elle nomme le premier stade, où là, effectivement, les individus font des choses différentes, mais ont conscience qu'ils fabriquent ensemble quelque chose. Alors effectivement, l'image du déménagement, moi je déménage pas trop, mais par contre l'image de l'orchestre, on voit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il va y avoir différents musiciens, chacun dans sa spécialité, et tous ensemble on va faire un morceau. Il y a quand même un chef dans l'orchestre. Mais il y a quand même un chef, absolument. Mais ce chef, en fait, qu'est-il si les musiciens ne jouent pas? Donc il n'est que finalement celui qui va organiser l'ensemble. Ce qui est intéressant, donc, c'est de revenir à cette notion de volonté générale. Après, c'est-à-dire que, en fait, la volonté générale, elle s'exprime à travers et en chacun. Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que quand on signe quand on signe un contrat de travail, on signe pas forcément un contrat qui serait du type politique. Jusqu'où on peut tenir cette analogie entre corps politique et corps entrepreneurial? Alors effectivement, d'abord le contrat de travail, vous le savez sans doute, est un contrat de soumission. C'est ce que dit très bien Alain Supiot, par exemple. C'est un fait, c'est-à-dire que il y a une hiérarchie qui est imposée du fait qu'on est employé et un employeur, un employé, mais ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on peut rééquilibrer les choses dans un cadre restreint? C'est sans doute parce que ce qui doit être mis en avant, c'est la compétence en fait. C'est-à-dire, j'ai en face de moi quelqu'un que je reconnais parce qu'il va apporter quelque chose que moi je peux pas faire sans lui. Et j'admets cette réciprocité, c'est-à-dire moi effectivement je suis le chef d'orchestre, mais s'il n'y a pas de pianiste, s'il n'y a pas de flûtiste, s'il n'y a pas de violoniste, il n'y aura pas de musique. Donc il y a une réciprocité. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le deuxième stade que Simone Veil décrit cette idée, donc où là on pourrait retrouver en fait cette idée non pas d'orchestre, mais de chef d'orchestre, avec cette idée de capitaine, donc qui dirige un bateau. Et elle dit la coordination n'existe plus que dans un seul esprit, celui du chef. Dès lors, la subordination devient quelque chose d'humiliant. Néanmoins, un chef humain peut encore beaucoup, je crois, à ce stade pour l'alléger. Et c'est aussi si on part du principe que signer un contrat de travail, c'est signer un contrat de soumission, il faut peut-être en fait finalement abandonner l'idée d'une entreprise sur le modèle de la volonté générale, se faire à l'idée d'une subordination. Reste en fait à penser quel type de subordination. Alors c'est tout à fait vrai. Vous avez bien raison de rappeler que la subordination est presque nécessaire dans le monde du travail, sans doute. Enfin, c'est une nécessité. Cependant, ce qui est vraiment pertinent là, par rapport à aujourd'hui, je veux dire, si on peut faire un lien avec notre actualité, c'est que quand la différence entre la grande usine où il y a plus de chef finalement, où il y a plus personne qui prend de responsabilité, c'est ça aussi. C'est plus facile d'aller voir en fait finalement un chef humain, comme elle dit, qui va certes être notre chef, mais qui va pouvoir nous expliquer ce qu'il en est, y compris nous expliquer pourquoi pas son caprice. Que dans un système de production, et ça c'est aujourd'hui on le voit dans un tas d'administrations par exemple, où en fait on ne sait plus à qui
à qui demander des comptes, à qui demander ce qu'on doit faire même. Et donc tout le monde semble pris dans un monde totalement absurde. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, hein, la impénétrable, quand les diverses activités humaines sont par les spécialisations impénétrables les unes aux autres et d'autre part enchevêtrées d'une manière si compliquée que ce genre de coordination est seul possible. Donc la coordination ou rationnelle, ou effectivement rationalisée, où effectivement il n'y a plus de relations, mais seulement des rapports comme on en a parlé. Mais il faut aussi se demander avec Simone Veil, par rapport à cette idée de management et d'organisation du travail, on pouvait se dire que le management pourrait quand même être la méthode à trouver, quand même la manière de sauver, de repenser cette organisation, même si on prévient, même si on préserve ce lien de subordination. Est-ce que elle avait quand même cette idée de garder ce lien de subordination avec cette idée qu'elle se fait du travail comme contemplation, comme travail de la matière? Jusqu'où la subordination est-elle compatible avec cette définition qu'elle a du travail? Alors, si la subordination, c'est le fait d'avoir un rôle qui est le sien, donc qui est un rôle. Alors, il y a une hiérarchie. Simone Veil pense que la hiérarchie, c'est un besoin de l'âme, c'est-à-dire quand même, ça va loin. C'est-à-dire que dans l'enracinement, la hiérarchie, c'est un besoin de l'âme. Pourquoi? Parce que je me situe, j'ai une place, et puis un autre a une autre place. Mais si, à l'endroit où je suis, ce que je fais est reconnu et pensé par moi-même, alors, à la limite, il y a même presque plus d'aliénation. La subordination n'implique pas l'aliénation. C'est-à-dire, voilà, si par ailleurs je suis estimée, si je suis traitée comme un être digne, parce que précisément, je reconnais et on me reconnaît comme un travailleur qui fait quelque chose d'important dans le cadre d'une tâche collective à accomplir ensemble. Dans la grève, il s'agit de bien autre chose que de telle ou telle revendication particulière, si importante soit-elle. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours. Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Oui, une joie. J'ai été voir les copains dans une usine où j'ai travaillé il y a quelques mois. J'ai passé quelques heures avec eux. Joie de pénétrer dans l'usine avec l'autorisation souriante d'un ouvrier qui garde la porte. Joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d'accueil fraternel. Comme on se sent entre camarades dans ces ateliers où, quand j'y travaillais, chacun se sentait tellement seul sur sa machine. Joie de parcourir librement ces ateliers où on était rivé sur sa machine, de former des groupes, de causer, de casser la croûte. Joie de passer devant les chefs la tête haute. On cesse enfin d'avoir besoin de lutter à tout instant pour conserver sa dignité à ses propres yeux contre une tendance presque invincible à se soumettre corps et âme. Joie de voir les chefs se faire familier par force, serrer des mains, renoncer complètement à donner des ordres. Joie de les voir attendre docilement leur tour pour avoir le bon de sortie que le comité de grève consent à leur accorder. Joie de dire ce qu'on a sur le cœur à tout le monde, chefs et camarades, sur ces lieux où deux ouvriers pouvaient travailler des mois côte à côte sans qu'aucun des deux sache ce que pensait le voisin. Chez Elite, par exemple, ce qu'on connaissait avant la lutte, c'est que les gens étaient très individualistes. C'est ça, on aurait une impression qu'il n'y a plus de réalité. Moi, je trouvais que c'était très sectaire. Il y avait les gens de l'horlogerie qui n'étaient pas du tout, qui me semblaient pas du tout les mêmes gens qu'à l'industrie ou que dans les bureaux. On était bien, séparés les uns des autres. Pour que justement, il reste toujours cette possibilité de ne pas correspondre entre soi. Et on se retrouvait que dans les grèves, hein. Il y en a eu pas mal chez les des grèves. Oui, depuis 67, moi, il y a eu... je trouve que surtout la grève de 68 avait déjà quand même établi un certain rapprochement, hein, quand même. On voit que les gens, ceux qui se donnent en plein dans la lutte, et puis alors on voit les tirs au cul, les embusqués. Oui, c'est ça qui fait mal. Mais alors celui qui a suivi la lutte correctement, eh bien là il s'est établi une espèce d'amitié comme on la ressent quand on est dans la résistance pendant la guerre. Moi c'est ce que j'ai fait, beaucoup de rapprochements entre cette période du conflit et la période qu'on a vécue pendant la guerre.
C'était une archive du documentaire de Dominique Dubosc, 1977, LIP 73-74, le goût du collectif. Donc, LIP, c'est une manufacture horlogère. Il y a une grève au printemps 73 pour s'opposer au démantèlement de l'usine et aux restructurations imposées par le trust suisse Ébauche. Et cet extrait, cette archive correspond parfaitement à ce que décrit Simone Veil dans ce texte qu'on a entendu juste auparavant, interprété par Bernard Gabé, La vie et la grève des ouvriers métallos. C'est un texte de 1936. On entend parfaitement, en fait, que ce qui n'est pas si important que ça dans la grève, ce ne sont pas les revendications politiques, mais c'est la joie de se retrouver. Et là, on voit que Simone Veil nous propose deux définitions, en fait, de politique. Il y a les revendications politiques, politiciennes, sur des temps de travail, sur des salaires, et puis il y a le pur plaisir politique d'être ensemble. Nadia Taïbi. Très bien, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne saurais dire mieux. Il s'agit effectivement, la grève, c'est un moment politique au sens où, on fait cité, où tout d'un coup on s'aperçoit qu'on a un destin commun. Alors ça dure 6 mois, ça dure 2 jours, mais il y a vraiment ce côté relever la tête et puis joie. Alors ça, elle le dit pas mal de fois dans le texte, c'est le mot qu'elle écrit le plus dans le texte, et l'idée qu'en fait on est chez soi enfin à l'usine. On est chez soi parce que on va manger des sandwichs, on va danser, on va boire un petit peu de vin, c'était un petit peu comme ça. Et puis surtout, ce qui est jubilatoire, c'est que les chefs, c'est eux qui vont devoir nous demander d'entrer ou sortir. Vous savez, les fameux coupons de grève dont elle parle à la fin. Et ça, c'est vraiment très, on récupère. Alors personne n'est dupe. Les gens savent qu'ils vont bien devoir y retourner au travail. Mais à ce moment-là, c'est ce que dit aussi l'ouvrière de LIP, à ce moment-là, en fait, on a l'impression qu'on peut résister. Et c'est extrêmement précieux. C'est des moments, en fait, où on se récupère comme être digne, en fait. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que Simone Veil, en fait, ne fasse pas des revendications politiques une finalité du travail, de sa pensée du travail et de son opposition au management. Parce que pour le coup, on n'est plus chez Marx, par exemple. On n'est véritablement pas sur les temps de travail. Mais j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus subversif. Parce que précisément, arriver à vivre des moments de joie comme ça ou de fraternité, c'est durable après, ça laisse des traces dans l'entreprise. Et donc, plutôt que de simplement s'atteler à des revendications économiques, sociales, c'est important aussi bien sûr, mais c'est important dans la mesure où c'est porté par ce collectif qui se crée d'abord. Donc finalement, un bon management, c'est un management qui accepte que il y ait un droit de grève. Oui, absolument. Et qu'il y ait, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, un bon management, tout à l'heure, elle le disait, c'est concilier les intérêts de l'entreprise et les droits des travailleurs. Bien sûr, absolument. Et le problème peut-être du management, c'est cette idée, cet oubli du droit. Et bien manager, c'est se dire que ce n'est pas seulement faire que chacun se manage lui-même ou reprenne la main sur le management, c'est aussi se dire, en fait, on peut interrompre cette méthode-là, cette organisation-là. Absolument. On a le droit de réfléchir, de penser, de s'arrêter, de protester. Et vous êtes bien facile pour le savoir aujourd'hui à Radio France. Et depuis quelques semaines, effectivement. Donc ça fait partie de l'organisation du travail, ou d'une meilleure organisation du travail possible. Parce que c'est le moment où les travailleurs repensent le travail, se remettent au travail finalement. Et c'est ce que dit aussi très bien l'ouvrière chez LIP en parlant des tirs au cul. C'est ça son expression. Oui, c'est ça. Les gens qui font pas grève, en fait, travaillent pas finalement. C'est assez drôle. Merci beaucoup Nadia Taïbi. De vous, on peut lire ce qu'enfermer veut dire la République et la démesure de la peine, c'est aux éditions de l'Harmattan. Simone Veil et notre temps, philosopher, penser, résister aux éditions Méditer. Et puis je l'ai cité aussi tout à l'heure, la philosophie au travail, l'expérience ouvrière de Simone Veil aux éditions l'Harmattan. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Detroit, Michigan. Girl, I can't take you